Bon, merci d'être venus si nombreux. Et ceci, ce n'est pas une formule. Savez-vous quel est le point commun entre faire un enfant et publier un livre? Écoutez bien, je n'ai pas dit faire un livre, hein, c'est publier un livre. C'est qu'on ne peut pas faire toute seule, quelle que soit la technique qu'on emploie. Ainsi, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés pour que le livre de Jean Messer voit le jour. Et l'ordre par laquelle je n'annoncerai les noms des gens que je remercie n'oublie pas une échelle d'importance du travail que chacun a apporté. Mais au nom de toute ma petite équipe, je voudrais commencer par remercier Madame Nathalie Erny, conseillère pour le livre et la lecture à la DRAC, et Monsieur Manuel Fritsch, chargé de mission à la région du Grand Est. Ils ont cru à notre travail. Ils nous ont soutenus avec enthousiasme. Et plus que le soutien financier, c'était la reconnaissance qu'ils ont apportée à notre travail d'éditeur indépendante. Je peux dire maintenant sans honte que je suis éditrice. J'adresse aussi à ma petite équipe, j'adresse plus que des remerciements. C'est une dette que j'ai envers chacun d'eux, car sans eux, je ne pourrais pas arriver à réaliser tous mes projets. Merci à Jacqueline Nizar-Lyon, à René Kahn, Christine et Richard Tribel, Véronique Leblanc, Josie Falconière, ainsi que les nouveaux qui viennent d'intégrer l'équipe, Véronique et Raphaël Flieger et Eric Fuchsmann. Et la rencontre avec Jean Messer, ça a été vraiment une rencontre que j'ai eu le bonheur de connaître un homme et une femme qui, quand on est avec eux, on se sent intelligente, on se sent bien, mieux qu'on est en vérité. Mais c'est vrai, je suis une éditrice un peu hors circuit du fait que je ne prends jamais un manuscrit qui vient à moi. C'est moi qui va vers le manuscrit et normalement, quand je demande à quelqu'un d'écrire, la première réponse dit non, je ne sais pas écrire, je n'ai pas pensé à écrire et c'est tout de suite non. Alors j'insiste un peu parce que moi c'est toujours 3 fois dire non. La première fois pour que je sache que non, la 12e c'est pour confirmer et la 3e normalement c'est oui. Et le plus difficile après, c'était faire arrêter Jean d'écrire. Là, je vous jure, il y a eu des moments de crispation. Il voulait encore raconter des histoires. Et le livre était déjà chez l'imprimeur. Et alors, il me raconte l'histoire d'une violoniste qui venait dans leur service des grands prématurés pour jouer. Et donc, elle venait jouer et tous ses enfants respiraient mieux, des choses comme ça. Et il a rencontré cette femme et il voulait encore faire un hommage, mais j'ai dit je ne peux plus. Je vais te raconter cette histoire et on va la faire venir pour jouer. Mais malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a un concert, mais heureusement, on a trouvé Flore Kovac. Et Florence a fait cette gentillesse d'écrire un texte de son témoignage. Et Flore va jouer les berceuses qu'elle a souhaité jouer ici. Et Isabelle Soudre va lire ce témoignage. Ok? Et donc, voilà, et je vous remercie tous d'être là. Et merci beaucoup. Témoignage de Laurence Winterling, une musicienne intervenante dans le service de réanimation néonatale au CHU de Haute-Pierre entre 1998 et 2005. Au cours de mes études au centre de formation des musiciens intervenants à Célestat,
j'avais été sensibilisée aux différentes actions artistiques menées dans les hôpitaux. Il semble que la musique soit le meilleur moyen de communication et la plus belle parole de vie. Un musicien qui joue pour un patient hospitalisé ne lui parle pas. Il s'efforce de toucher l'être par le son. Le compositeur Vincent Desclères disait que la musique s'adresse à l'âme et non à l'oreille. C'est au cours de mes interventions que j'ai rencontré le professeur Jean Messer, qui s'est toujours montré heureux d'ouvrir les portes de son service à la musicienne que je suis, étant lui-même grand mélomane. Dans le contexte de l'établissement de santé, le musicien apporte de la vie, de l'espoir, une émotion simple et pure. La musique est un langage qui va bien au-delà des mots, et même si les nourrissons ne parlent pas, ils s'expriment à leur manière. À l'adulte de comprendre la signification du regard et du mouvement, de se trouver en empathie avec l'enfant. La force vitale des bébés hospitalisés demande à être sollicités. Certains réagissent à la musique par de légers frémissements, d'autres par des mouvements de détente vifs et saccadés. D'autres encore se calment et parviennent à s'endormir. Dans un temps suspendu, les parents surmontent leurs inquiétudes, oublient l'endroit où ils se trouvent. Ils se libèrent du sentiment d'angoisse et de culpabilité et ne voient plus en leur enfant un être vulnérable. C'est alors que se partage avec lui un moment de joie et de plaisir complice, auquel les puéricultrices prennent parfois part. Et on entend souvent la réflexion que c'est agréable de travailler en musique. Le bébé prématuré, le plus souvent en couveuse, paraît inaccessible. Mais il est sensible, bien évidemment. Combien de fois ai-je vu un bébé prématuré énervé, agité, comme tiraillé par des tensions intérieures, et peut-être aussi par des douleurs, s'apaiser instantanément au son de la musique et s'endormir peu à peu. Au-delà des échanges dont le toucher, l'ouïe et la vue sont les sens les plus immédiatement sollicités, j'ai appris que pour donner, je me devais d'être vraie, authentique et aussi sincère que possible. J'ai appris aussi que spontanément, il faut établir avec ces êtres très fragiles un contact respectueux, d'égal à égal. Il est impossible d'éveiller des émotions chez des êtres humains de quelques mois sans rechercher la plus parfaite expression artistique. Et cette disponibilité totale de l'esprit ne peut se vivre sans le secours de l'affectif. On n'accède à soi-même que par l'écoute absolue de l'autre. Durant ces années passées à l'hôpital, je ne savais pas à quel point l'attention portée à ces bébés, et tout particulièrement aux bébés prématurés, allait bouleverser mon existence, jusqu'à modifier en profondeur mon approche de la musique et ma vision du monde.
Merci mesdames pour ce préambule. Merci à Angelita Martins pour ses mots. Elle est éditrice, elle a le courage d'éditer des livres très particuliers qui, sans son travail, sans elle, ne verraient pas le jour. Je le dis comme je pense. Aussi, c'est particulièrement un hommage qu'il faut lui rendre. Jean Messayer, bonjour. Je pense que vous serez d'accord avec ce que je viens de dire. Tout à fait. Ouais. Alors, c'est difficile de parler de ce livre parce qu'il il y a beaucoup de matière très abondante. Et vous avez vécu une époque dans votre spécialité, la néonatologie, tout à fait particulière. On en a parlé tout à l'heure, vous avez été, je ne sais pas si c'est la chance, sans doute, oui, d'avoir été là à un moment où il y avait plein de carrefours dans cette sur-spécialité. Parce que j'ai appris que c'est une sur-spécialité. Expliquez-nous. Oui, une sur-spécialité, c'est mieux qu'une sous-spécialité. Donc la néonatologie, ça n'existait pas quand j'ai commencé. C'est un terme que je ne connaissais même pas quand j'ai commencé. Mais les nouveau-nés étaient surtout soignés en fait en obstétrique, là où ils naissaient. Et ils étaient transférés en pédiatrie lorsqu'ils étaient très malades, quoi. Et en pédiatrie, on n'avait pas beaucoup de moyens, en fait, surtout pour les prématurés, où il y avait une mortalité très importante, en rapport essentiellement avec des problèmes respiratoires. C'est-à-dire que vous n'avez pas hésité à puiser dans vos souvenirs personnels, quels qu'ils soient, pour écrire un livre qui est un vrai témoin. On peut écrire un livre technique sur la médecine, c'est pas vous que je vais l'apprendre. Hein. On peut raconter son aventure sous l'angle purement matériel et technique. Je voulais dire par là qu'il y avait des consonances humaines très fortes dans ce livre. Alors je parlais des carrefours auxquels vous étiez. En quoi c'est... Bon, grosso modo, on serait presque tenté de dire... On était dans une période avant les années 70 empirique, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut dire pour cette activité-là. Est-ce que c'était empirique? Est-ce que personne ne s'était vraiment penché dessus? Comment on en était arrivé là où on était dans les années 70 et pourquoi ça s'est accéléré diablement après? Ça n'attirait pas tellement les pédiatres parce que il semblerait que c'était des enfants pour lesquels on ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis, sous l'effet quand même de ce qui se passait aux États-Unis, comme souvent, il est devenu évident qu'on pouvait faire des choses. Bon, il y a eu des pionniers comme Minkowski en France qui a passé quelques années aux États-Unis et qui a rapporté donc de là-bas ce qui se passait. Et donc ça a commencé tout doucement en Europe et en France, justement au moment où je commençais. Et donc j'ai été tout de suite pris là-dedans, j'ai vu qu'on pouvait faire des choses quand même, moyennant certaines techniques qui ont été d'ailleurs copiées sur les techniques de réanimation adulte. Et d'ailleurs ça a causé aussi des problèmes, le fait qu'on s'adressait à un organisme tout petit qui n'est pas simplement un adulte en miniature, un enfant qui a une autre physiologie. Et donc on a dû apprendre tout ça, la physiologie particulière de l'enfant, et encore plus celle de l'enfant prématuré, pour ne pas faire des bêtises en adoptant ce qui se passait chez l'adulte au tout petit. Mais donc ça a été une période très prodigieuse où on a fait des progrès quand même importants et qui se sont tout d'un coup accélérés grâce à des techniques nouvelles. Avant ces années où vous avez été en capacité d'exercer votre métier, le nouveau-né en situation difficile était traité d'une façon absolument incroyable. On apprend des choses incroyables dans ce livre et qui font un peu froid dans le dos, surtout comme moi on est né dans les années 50, on se dit que finalement on a eu beaucoup de chance. Parce que moi j'aurais pu terminer à l'instar de pas mal de nouveau-nés pesant moins de 1 kg, parce que c'était à peu près ça, quoi. Grosso modo, si je veux forcer le trait, j'ai l'impression de le forcer à peine, un nouveau-né prématuré ou autre, on le mettait dans la balance, il faisait moins d'1 kg, pouf, au rebut, quoi. Oui, à condition qu'il manifeste quand même pas des signes de vie. Oui.
Oui. Si l'enfant manifestait des signes de vie, bougeait et Oui, criait, bien sûr. on ne le mettais pas au rebut. S'il y avait quelques... Bien sûr, oui, vous avez raison de faire le distinguo, bien entendu. Mais en fait, je n'ai pas tellement connu cette période, puisque c'était vers les années, ça a changé vers les années 50, 55. Mais c'est mes patrons qui me l'ont raconté. Et donc je le raconte dans le livre, lors d'une visite Racontez-nous, oui. de mon patron. Il était étonné de la taille des enfants que nous soignions. Et il a dit, mais à mon époque, ces enfants-là, on ne les aurait pas pris en charge. Du coup, il y a une grande révolution qui est arrivée, et vous m'en parliez encore tout à l'heure, c'est l'échographie. Vous pouvez nous en parler? Oui, enfin l'échographie a été une révolution, mais pas seulement dans mon domaine, dans toute la médecine et puis dans d'autres disciplines également. Au début, on n'y croyait pas du tout, puisqu'au début, les images étaient de très mauvaise qualité, on ne voyait que du gris et du pas gris, et puis progressivement on a vu des formes, on a vu du relief, et maintenant, par exemple un fœtus, on arrive à voir son visage. Et lorsqu'on aperçoit le visage de quelqu'un, ça change tout, comme disait Lévinas, notre maître. Bien sûr, ça change tout. Alors, donc cette technique a été, comment dire, vulgarisée, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas popularisée dans ces services vers quelle année, pour situer? Alors, l'échographie, au cours des années 70, la deuxième, en approchant des années 80, et ensuite les progrès ont été constants pour arriver à une qualité extraordinaire. Maintenant, dans le temps, pour examiner un cœur, il fallait faire un cathétérisme cardiaque. Maintenant, on ne fait plus de cathétérisme cardiaque, on fait des échographies. On voit très bien les malformations, on voit la malformation, et les chirurgiens opèrent sans qu'il y ait de cathétérisme, a priori. C'était effectivement un progrès considérable. Oui. Et c'est surtout le cas pour le cerveau, en ce qui concerne ma spécialité. Bien sûr. J'ai appris dans votre livre qu'il y avait un truc qui là aussi m'a vraiment stupéfié, c'est le déni de la souffrance du nouveau-né. Grosso modo, si je veux là encore vulgariser, reprenez-moi, je suis sûr que vous allez le faire, avant une certaine époque, un nouveau-né ne souffrait pas. Et ça voulait dire aussi qu'on pouvait pratiquer absolument tout ce qu'on voulait sur lui. De toute façon, c'est pas grave, il ne souffrait pas. Ça m'a halluciné. Ouais. C'est avant 1980-85, quoi. Ah ouais, quand même. Oui. Mais en fait, on peut comprendre le fait. On était préoccupé au début, dans les années 70, on était préoccupé par la mortalité importante, pardon, qu'on essayait de réduire en prenant en charge les enfants, en faisant différents gestes. Et d'abord, c'était des gestes qui n'étaient pas toujours faciles et qu'il fallait faire rapidement. On ne pensait pas à... Bon, probablement ça faisait mal et on voyait bien quand même que ça leur faisait mal, mais on n'avait pas le temps de s'occuper de cette souffrance, puisqu'on était préoccupé dans la réussite du geste et l'efficacité, quoi. Mais quand même, quand dans votre livre je lis encore une fois une thoracotomie, donc je ne suis pas spécialiste, ça veut dire qu'on ouvre le thorax, c'est ça, hein? Oui, oui. Une thoracotomie pour une ligature du canal artériel, et tout ça sans aucune analgésie. C'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant. Ça s'est passé aux États-Unis quand même. Et suite à ça, les parents de cet enfant qui a été traité de la sorte ont eu accès au dossier et ont vu que ça s'est passé comme ça et l'ont raconté dans la presse. Et du coup, il y a eu un mouvement de remise en cause de cette absence de douleur. Et donc, il y a eu des études, et puis on a progressé. Et puis, maintenant, l'analgésie du nouveau-né est très bien mise en place. Et on fait attention à chaque geste pour voir s'il peut être douloureux. Réduire la douleur au maximum, soit avec des médicaments, soit avec des techniques plus naturelles comme le pot à pot, la prise d'une tétine, oui, ou l'allaitement par exemple. Oui, parlez-nous de ces techniques tout à fait naturelles, le pot à pot par exemple, on devine ce que c'est, mais dites-nous. Ouais, le fait de mettre l'enfant nu sur la peau de son père ou de sa mère, sur le thorax, le rend serein,
et il supporte mieux un geste qui génère de la douleur lorsqu'il est dans cette position. La tétine aussi, donc vous disiez. La tétine aussi, la tétine avec du sucre ou pas ou sans sucre, l'allaitement maternel, la musique aussi. La musique semble diminuer la douleur générée par un geste lorsqu'il s'accompagne de musique. On sait maintenant en fait que le fœtus, pardon si l'expression n'est pas juste, ressent la douleur au bout de 6 mois de grossesse, quoi. Hein. On en est là maintenant dans la connaissance acquise. Hein. C'est spectaculaire. Oui, bon, le fœtus souffre aussi et il est sujet à des gestes techniques avec les techniques modernes de procréation médicalement assistée et des choses comme ça. Et donc, il y a aussi des traitements antalgiques qui sont mis en place dans ces situations-là. À vous lire aussi, on comprend que là où on a particulièrement progressé, et c'est une évidence, c'est dans le suivi des enfants quand ils quittent la maternité. Comment ça se passe dans notre pays? On est bien là maintenant en France sur ce sujet? On est bien maintenant en France, mais longtemps on n'a pas été. Voilà, c'est ça. Oui. Pour des multiples raisons. Et donc il a fallu mettre en place le suivi des enfants. Ça demande du temps, ça demande de l'expérience aussi. Et on ne voulait pas non plus faire revenir les enfants à l'hôpital parce que ils pouvaient être suivis par des pédiatres en ville. Et donc ça a mis du temps à s'implanter, mais maintenant il y a des gens spécialisés dans cela qui suivent les enfants régulièrement et c'est fondamental. Puisque si quelque chose apparaît qui ne se passe pas bien dans le développement, ça peut être pris en charge tout de suite. Et plus c'est pris en charge précocement, meilleurs sont les résultats, hein, dans la plupart des cas. Il y a des anecdotes, il y a beaucoup d'anecdotes dans votre livre. Moi, j'aurais même préféré qu'il y en ait plus à titre personnel. Hein. Il faut tout ça pour vous dire qu'il va falloir faire un tome 2. Hein. Il serait, à mon sens, complètement... à 100% des anecdotes. Parlez-nous de l'humanisation du coffre-fort. Ça, c'est quand on lit votre livre, pardon, on a cette expression-là sous les yeux, on se dit, bon... Oui, pendant longtemps, les parents n'ont pas bien pu entrer dans les services. Et d'ailleurs, ils avaient des heures de visite extrêmement limitées, hein, qui étaient, par exemple, 1h30 ou 2 heures le jeudi après-midi. Ce qui est peu, ce qui est franchement peu, alors que maintenant on insiste à juste titre sur l'importance des liens entre parents et enfants dès le début, sans qu'il y ait une discontinuité. Et donc on s'est rendu compte de ça quand même assez rapidement. Je crois dans les années 73-74, on a dit il faut ouvrir plus les services. Et on avait peur des infections, on avait peur que les parents apportent des infections. En fait, c'est pas du tout vrai. Tout est allé, finalement, rien n'est allé plus mal, ça allait plutôt mieux. Les parents étaient contents, les enfants aussi. Et progressivement, les services sont ouverts. Et les parents, maintenant, sont là tout le temps. Dans la plupart des services, ils peuvent être là tout le temps. On encourage même leur présence. Ils participent aux soins. Et finalement, tout le monde en prend du profit. Et puis il y a eu aussi une autre action à laquelle vous avez contribué fortement. Vous n'étiez pas le seul, bien entendu, dans votre spécialité, c'est la mort subite du nourrisson. Ça, c'est vraiment, ça fait maintenant pas mal de temps que tous les jeunes couples qui envisagent d'avoir un enfant entendent parler de ça et réfléchissent là-dessus avec forcément une angoisse au ventre, parce que c'est typiquement le genre de situation où on se sent impuissant. C'est une espèce de loterie dramatique qui vous tombe dessus d'un seul coup. Et racontez-nous comment vous en êtes, comment vous avez abordé ce problème. Parce que moi, dans ce livre, il y a aussi une dominante de ce livre, c'est que j'ai l'impression que vous êtes un grand, vous et vos collaborateurs, vous avez déteint sur eux, vous êtes de grands pragmatiques, des gens dotés d'un énorme bon sens déjà. Bon, bien entendu, connaissances médicales, études et tout, expérience et tout ça, bien sûr, mais en renfort de ça, un grand pragmatisme. Disons, quand j'ai commencé, la mort subite, ça a toujours existé. Bien sûr. Et quand j'ai commencé, on s'en occupait pas parce qu'on avait l'impression qu'on ne pouvait rien faire, qu'on était impuissant, qu'on ne pouvait pas le prévenir.
Mais comme on s'en occupait pas, on n'étudiait pas non plus les cas, et on ne peut progresser qu'en étudiant chaque cas. Et donc, alors pourquoi est-ce que les néonatologistes se sont emparés un peu de ce domaine? Parce que au début, on croyait que les enfants qui mouraient subitement mouraient parce qu'ils oubliaient de respirer. On a fait énormément d'enregistrements de nourrissons pour voir s'ils faisaient des pauses respiratoires. On a passé des années là-dessus, avec des kilomètres d'enregistrement de papier, et on s'est rendu compte qu'ils ne faisaient pas du tout d'apnée, et que donc c'était pas par ce biais-là qu'on allait trouver la cause de la mort subite. Et c'est quand on a commencé à être plus pragmatique, en étudiant chaque cas, si ces enfants meurent, c'est qu'ils ont un problème médical, hein, qu'il faut trouver, que c'est pas facile. Mais il faut au moins faire un examen du corps, il faut faire un interrogatoire des parents, il faut décrire la scène du décès, et il faut faire des examens complémentaires, dont une autopsie, et c'est pas facile à faire, quoi. Il y a des pages terribles là-dessus dans votre livre. Et ça demande beaucoup de temps et d'énergie, et il n'y avait rien, il n'y avait pas une activité prévue pour ça. Et donc les néonatologistes ont commencé à le faire, mais ça leur prenait beaucoup de temps dans des services qui étaient par ailleurs très actifs. Mais bon, on a quand même pu progresser, et je pense que c'est franchement une de mes satisfactions, c'est qu'on ait pu faire diminuer l'incidence de cette mort subite, puisque on a atteint le maximum en 92, où il y avait 1400 cas par an en France, et grâce en particulier en changeant la modalité de couchage, en particulier en supprimant la position ventrale, mais aussi d'autres facteurs, on a pu faire baisser de 1400 à 300 environ en 2-3 ans. C'est incroyable comme résultat. Et depuis, on est entre 250 et 300, puisqu'il y aura toujours malheureusement des décès subis, parce qu'il y a des concours de circonstances qui font que... Donc on a bien compris que c'est simplement en changeant la position, on est passé du ventral au dorsal. C'était un gros facteur, c'est pas le seul, hein, puisqu'on faisait aussi attention à la literie, à la qualité de la literie, à la température de la pièce. Voilà. Finalement, en quoi votre spécialité, la néonatologie, est-elle une spécialité particulière? Vous le dites dans votre livre, c'est une médecine particulière, et tout comme le nouveau-né, vous dites, est un patient particulier. En quoi c'est vrai tout ça? Disons, c'était une médecine particulière au début quand on a commencé, parce que en fait, les parents n'étaient pas demandeurs. Comment ça se passait? Après une grossesse sur laquelle on ne savait rien, il n'y avait pas d'échographie, naissait un enfant. Nous examinions les enfants qui naissaient à la maternité. Et il y en avait tous les matins, une dizaine, disons. Et on découvrait donc un certain nombre de malformations. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on sait tout sur le fœtus avant qu'il naisse. Donc on l'attend beaucoup plus sereinement, et on peut même mettre en place des choses pour le recevoir selon la pathologie qu'il présente. Mais à l'époque, ce n'était pas vrai. Donc on examinait les enfants, et lorsqu'on trouvait quelque chose, on allait l'annoncer aux parents. Mais les parents n'avaient rien demandé, ils ne savaient même pas qu'il y avait un examen de leur enfant par un pédiatre. Et quand on arrivait avec la sage-femme et qu'on leur disait « mais écoutez, il semble aller bien là, mais en fait il a quelque chose, il a un souffle au cœur, et puis il faut le transférer en pédiatrie ». Et donc les parents, évidemment, ils n'aimaient pas trop ce discours. Et voilà, donc ils nous en voulaient souvent. Ils nous en voulaient parce qu'on leur apportait de mauvaises nouvelles, évidemment. Et donc après aussi, quand l'enfant était hospitalisé, en plus, il y avait un manque de transparence, puisque les parents avaient peu de temps de visite, donc ils savaient peu de choses, ils connaissaient déjà pas bien leur enfant, qu'ils n'avaient pas beaucoup vu, ils connaissaient pas les infirmières, et donc les relations étaient souvent tendues, de temps en temps tendues.
en termes d'éthique, tous ces progrès qu'on a fait, les progrès techniques, les progrès dans la connaissance, les progrès humains aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, tout ça, ça rejaillit peut-être un petit peu sur des problèmes d'éthique. Aujourd'hui, par exemple, quand on détecte bien en amont de l'accouchement des fœtus qui présentent des malformations, des choses très handicapantes, qui prend la décision de mettre fin à cette grossesse, comment ça se passe, et vos successeurs, chefs de service, comment ils gèrent ça, parce que c'est quand même eux qui, quelque part, disent un mot ou un autre qui va conditionner un acte qui est tout sauf neutre, ou bien entendu. Ouais. Nos successeurs ont très bien géré cette situation, puisque maintenant il existe ce qu'on appelle un centre de diagnostic pluridisciplinaire. Et lorsqu'il y a un problème chez un fœtus, le dossier est examiné par tout un collège de gens, des échographistes, un obstétricien, un pédiatre, un généticien, un métabolicien, etc. Et donc le dossier est discuté pour qu'on ait la meilleure approche de l'avenir possible de cet enfant. Et les décisions, soit pour une interruption de grossesse ou pour la poursuite, sont prises par ce collège de personnes. On n'est plus tout seul face à ça. On n'est pas tout seul, et c'est fait avec le maximum de technicité et d'éthique, quoi. Donc non, c'est plus comparable, quoi, avec la situation qu'on a connue. C'est très bien organisé maintenant, dans toute la France. Ce qui subsiste néanmoins, c'est le dialogue que tôt ou tard, vos successeurs, quelqu'un comme vous, doit avoir avec la famille. Vous avez des exemples dans ce livre, là aussi. La parole dans votre métier est importante. La gérer, c'est difficile. Hein. La parole, c'est important dans ce métier, mais c'est important dans toute, je crois, dans la vie, quoi, dans tous les rapports humains. Bien sûr, vous en racontez des bagarres d'ailleurs dans ce domaine. Hein. Il y en a eu des bagarres. Vous avez mené aussi une bagarre pendant un moment pour qu'il y ait des véhicules mieux adaptés, qui quand il fallait. Bon, évidemment, maintenant les prématurés, ils sont soignés localement là, dans le service où a lieu l'accouchement, transférés pas loin, voilà. Mais dans le temps, ça n'existait pas, donc il fallait les mettre dans des véhicules qui n'étaient pas toujours très satisfaisants. C'était même franchement. Ça aggravait constamment l'état de l'enfant. Ouais. Cette situation est complètement transformée, n'existe plus, puisque on travaille maintenant en collaboration tous ensemble, en réseau, et les enfants qui ont un problème naissent à côté du service de réanimation néonatale. Ils ne sont pas transportés, ou ils sont transportés sur 2-3 mètres, et ils ne souffrent pas du transport, et grâce à cela, ça va beaucoup mieux. Les résultats ont suivi. Et c'est du bon sens, mais il a fallu se battre pour que ça se mette en place. Dans le domaine de la santé, il faut toujours se battre. Donc, pendant 45 ans de carrière, quel chemin parcouru? Est-ce que, ce sera ma dernière question, avant qu'il y ait un retour sur la musique, là, pour terminer, est-ce que vous gardez un œil sur si ce n'est les publications scientifiques, en tout cas sur l'actualité de votre sur-spécialité, cher professeur? Oui. Enfin, j'ai la chance d'être invité par mes successeurs lorsqu'il y a des réunions, et je dois dire qu'ils font ça avec une très grande qualité. Je suis très bien reçu, c'est très bien fait, j'admire comment ils travaillent ensemble, alors que pendant longtemps, c'était pas le cas. Et donc, je suis très heureux, et grâce à ça, je peux me tenir un peu au courant. Mais ce ne sera pas éternel. On vous écoute, madame, pour conclure cette agréable rencontre avec vous, cher Jean Messer. Vous voulez un micro? Tout petit, c'est pas long. Juste pour remercier Angelita qui est aussi à l'origine du fait que je sois là. Je suis aussi très sensible à cette cause parce que ma maman est un prémat de 1945 qui a miraculeusement est là encore aujourd'hui, ma petite maman, Christiane. Donc une grande préma d'à peu près 1 kilo, et on ne pensait pas du tout qu'elle allait survivre. Et effectivement, elle était séparée de sa maman à l'époque. Bref, je pourrai vous en dire plus. Et ma sœur est aussi maman d'un préma, qui a 7 ans aujourd'hui, qui est née à Sainte-Anne, à Strasbourg. Voilà. Donc pour remercier Angelita, je lui avais demandé quand elle est venue me voir, on a décidé ce qu'on allait jouer.
Et alors, je lui ai demandé, mais vous aimez la musique brésilienne? Ah oui, oui, oui. Et vous voudriez que je vous joue un morceau brésilien? Et alors, elle m'a demandé ça. Baquianas Brasileiras de Villa-Lobos, réarrangé par quelqu'un que je n'arriverai pas à dire le nom. Voilà. Des musiques très joyeuses, hein.